Salut à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de QLS, le meilleur podcast Euroleague, vous connaissez déjà. C'est le deuxième épisode de cette nouvelle saison et aujourd'hui on a un programme assez chargé. On va parler comme d'habitude des 3 clubs français engagés en Euroleague, on va parler de l'affiche de la semaine, on va voir la question des viewers, entre guillemets, des auditeurs, enfin la question de vous quoi, que vous pouvez poser chaque semaine, donc n'hésitez pas directement en commentaire ici ou sur Instagram à poser la question de la semaine pour les semaines prochaines. On aura également quelques petites news et le 5 de la semaine. Donc voilà, ça nous fait un sacré programme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de booster. Franchement, j'en vois, il y en a pas mal qui boostent, mais vous êtes que un tiers, un quart qui likez la vidéo à booster. Donc vous avez juste, une fois que vous avez liké, à swiper comme si vous mettiez un commentaire et vous avez l'opportunité de booster. C'est pareil, c'est comme un like, ça prend 2 secondes et nous ça nous permet d'augmenter notre visibilité. Donc faites-le s'il vous plaît, abonnez-vous au compte Instagram et TikTok QLS Pod pour les meilleurs extraits, etc. Et pour donner de la force. On commence tout de suite sur les clubs français. Générique. Et on commence tout de suite avec le Paris Basketball qui était opposé à la Virtus Bologne. Et franchement, on a un Paris qui continue dans la veine de ce qu'ils nous ont montré sur les 2 premiers matchs, c'est-à-dire une équipe qui court énormément, qui défend très fort, qui propose des rotations défensives de qualité. À noter que Justin Robinson n'était pas en tenue de match, et je crois qu'il était blessé. Du coup, Nadir Hiffi a commencé dans le 5 sur le poste de meneur. Et franchement, Nadir Hiffi, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais voilà, il fait un match exceptionnel, il met 20 points, 6 passes, record de passes en Euroleague. Il a été très bon défensivement aussi, je crois qu'il fait 4 interceptions, donc ce qui le place toujours top intercepteur de l'Euroleague, avec je crois que c'est Jimmy Clark à 3 interceptions par match, 23 déval. On a vu d'autres joueurs aussi apporter, Sébastien Herrera à la création aussi. Sébastien Herrera, quand même, il fait 4 passes décisives. C'est un mec qui était juste là pour shooter pendant 5 minutes l'année dernière, donc c'est intéressant. Les intérieurs qui ont bien été actifs aussi au rebond, 39 rebonds à 38 seulement, je crois, c'est ça, 38, mais par contre, Paris prend 20 rebonds offensifs contre 11 pour la Virtus. À noter également que Paris, on l'a dit, c'est une équipe qui défensivement émet énormément de pression, et là, la Virtus Bologne a fait 36... je me suis quand même un petit peu emballé. 26 paires de balles pour 20 passes décisives. J'ai pas vu le record de Euroleague, mais en tout cas, à mon avis, 26 paires de balles, depuis que je suis l'Euroleague, j'ai pas vu une équipe faire autant de paires de balles. Donc ça a créé beaucoup de jeux rapides. Plus les rebonds offensifs, ça donne quand même beaucoup plus de possession. Donc tu peux t'en sortir avec un pourcentage 14 sur 40. Encore une fois, ils prennent énormément de tirs à 3 points, mais bon, t'en mets 14 au final. T'as tellement de possession. Ils ont un peu vendangé au lancer, ils font 14-27, sachant que Alan Dokossi, je crois qu'il fait 0,5, ouais c'est ça, 0,5, 2 sur 4 pour Ismaël Bako, 3 sur 6 pour Yacouba Ouattara. Bon, moi je fais 5-10 hier, donc je vais pas trop parler des lancers francs, mais voilà, Paris, pour l'instant, montre ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire battre les équipes qui, pour moi, sont en dessous d'eux. Je crois même que j'avais mis Bologne un petit peu au-dessus, on verra sur le match retour, mais voilà, là, vraiment, Paris est à 2-1. Ils ont battu le Maccabi, ils ont battu Bologne, ils ont perdu contre le Fener. Et c'est un peu les résultats qu'on attendait pour eux. Donc, à voir pour la suite, qu'est-ce qui va se passer. Sachant que le prochain match, c'est Baskonia à domicile. Donc, c'est un match qui est largement prenable. Baskonia qui est actuellement dernier d'Euroleague à 0-3. Et ensuite, on reçoit l'Hapoel Tel Aviv, qui... à voir. C'est un match aussi qui sera peut-être... sur le papier moins facile que Baskonia ou Bologne ou Maccabi, mais voilà, l'Hapoel a perdu contre le Maccabi, donc c'est aussi une équipe qui est prenable. Franchement, avec le calendrier que t'as moyen de te retrouver en 4-1. Derrière, tu vas à Belgrade pour le Partizan, tu reçois les fesses, tu vas à Milan, tu joues le Bayern, Pana, Valence, Olympiakos, Dubaï, enfin bref, on sait de toute façon l'Euroleague, c'est une grosse... Il y a beaucoup d'adversité, tous les matchs vont être compliqués. Même les équipes qui perdent, on a vu Baskonia s'accrocher, perdre au buzzer sur un tir de Kendrick Nunn. On voit, même les équipes qui perdent des matchs, l'Asvel aussi, bon pas contre le Real, mais on a vu l'Asvel qui s'accroche par exemple contre Valence, etc. Donc tous les matchs vont être compliqués pour Paris, mais Paris commence bien sa saison, franchement. Là, il joue actuellement contre Monaco, je ne sais pas quel est le score, mais voilà, en tout cas en Euroleague, pour l'instant,
ça fait du bien, sachant que Lamar Stevens n'a pas encore joué un seul match. Bon, j'avoue que j'ai pas non plus 25 000 trucs à dire sur ce match, parce que Paris a quand même dominé de la tête et des épaules, et surtout parce que, en sortant de l'entraînement, j'ai reçu un mail du Paris Basketball, vu que je suis abonné, en me disant moins 10% avec notre code victoire. Donc bon, le match, je l'ai regardé, mais en sachant déjà le résultat final, donc j'étais un petit peu moins intéressé et un peu moins focus sur justement ce qui se passait. On a parlé de l'Asvel, qui s'est déplacé donc à Madrid pour jouer le Real, qui a plus ou moins tenu le coup dans la première mi-temps, qui tenait par une énorme adresse par Zach Elias, Edwin Jackson aussi, qui fait une excellente première mi-temps. Je pense qu'il doit être à 14 points à la mi-temps. On a vu Adam Adamna aussi rentrer et ne pas avoir peur, qui met directement un tir à 3 points. Alors il en a un peu raté, mais au moins il a tenté. Voilà, pour un jeune joueur, c'est toujours intéressant. Bodian Massa aussi, qui a un bon impact au rebond. Mais de l'autre côté, au niveau du Real, l'Asvel n'avait pas de solution face à Walter Tavares. En plus, il y a Chuma Okeke qui fait aussi un gros match en termes d'adresse. Je crois que c'est la meilleure éval sur ce match-là. Chuma Okeke, il fait 17 points à 100% au tir, c'est voilà, donc 4 sur 4 à 3 points, 5 rebonds, 25 dévals. Moi j'avais noté c'est Shima Moneke en fort du coup, mais bon, vu le match qu'a fait Shima Moneke avec l'étoile rouge, je m'excuse. On a encore vu un Campazzo nul, donc vivement le retour de Théo Malédon, ça va faire du bien. Trey Lyles qui a apporté également 12 points, 6 rebonds. Mario Hezonja qui a arrosé à 3 points, 0,6 à 3 points, mais qui quand même a son impact habituel. Voilà, cette équipe du Real qui n'a pas eu besoin de forcer son talent pour battre cette équipe de l'Asvel. Encore une fois, c'est deux équipes qui ne jouent pas dans la même catégorie. Le but pour l'Asvel, c'est de ne pas finir dernier. Il faudra prendre les matchs comme ils l'ont fait contre Baskonia. Il faudra prendre les matchs contre le Maccabi, je pense que Valence va redescendre peut-être un petit peu aussi, donc peut-être sur le match retour, essayer de choper ces victoires-là. Donc voilà, on va pas s'étaler sur ce match-là non plus. Et on va parler maintenant de Monaco qui a rencontré Milan. Alors c'était un match qui était très serré pour le retour de Mirotic à Milan. C'est un match qui a bien commencé. Enfin, dans le jeu, Monaco se créait des bons tirs en première mi-temps, dans le premier quart-temps et tout, mais n'avait pas beaucoup d'adresse. Donc Milan arrivait à rester au contact. Pour une rare fois, on a vu un Mathieu Strazel vraiment à l'envers, qui sautait, qui perdait des balles, c'est pas qu'il mettait pas des tirs, mais c'est surtout les pertes de balles qui étaient difficiles. On a vu le début de Lorenzo Brown, pour Milan. Ça soulève quelques questions parce que Nico Magnon était en tenue sur le banc, il n'a pas joué une seule seconde parce qu'il préfère Queen Ellis en backup, il est shifty, mais c'est tout, enfin il apporte pas plus que ça. Franchement, c'est dur quand tu vois ce que Nico Magnon a proposé, que ce soit la saison dernière ou cette saison. S'il n'est pas blessé, ou malade ou je sais pas quoi, c'est très très dur parce que c'est Lorenzo Brown qui est arrivé, de le mettre comme ça sur le banc. Mais bon, on sait qu'Ettore Messina est un peu particulier sur ça. Daniel Theis qui fait encore un excellent match sur le début de saison, il est vraiment clairement dans les meilleurs pivots d'Euroleague. Son Eurobasket lui a fait énormément de bien. Il fait encore un match je crois qu'il fait 27 dévals, ouais c'est ça, 17 points, 10 rebonds. 27 dévals plus 8 de plus-minus, correct pour un joueur comme Daniel Theis. Du coup Monaco a de l'avance, et puis à 3-4 minutes de la fin, ils sont à plus 10, je crois, quelque chose comme ça, je crois qu'il y a même plus 15, et ils arrêtent de jouer. Ils jouent la montre en fait. On garde la balle, on prend des tirs en fin de possession, sauf qu'en fait, tout le jeu de mouvement qui avait été créé sur les 3 premiers quart-temps n'existait plus, et du coup, les tirs ne rentraient plus. Et malgré un très bon Mike James sur l'ensemble du match, sur la fin de match, il y a eu des grosses difficultés à trouver des bons tirs, et Monaco se met en galère avec un Guduric de l'autre côté qui se rappelle au beau souvenir de la saison dernière que c'est un killer sur la fin de match, et il met 8 points d'affilée pour amener Milan à -2. On revoit Mathieu Strazel sur la fin de match, ça j'ai bien aimé que Spanoulis fasse confiance à Mathieu Strazel alors qu'il faisait pas un bon match pour gérer justement une fin de match difficile. Il a enlevé Eli Okobo, et donc encore une fois Monaco joue du 1 contre 1, trouve un tir bourbier pour Mike James, il rate, je crois qu'il y a rebond offensif, ça retire, il re-rate, ils sont à +2, et là il y a je sais plus qui attaque le cercle, je crois que c'est Sheven Shields, mais je suis pas sûr. Si c'est ça, c'est Sheven Shields. Donc Monaco est à +1, il reste 15 secondes, et il y a Sheven Shields qui joue une transition, et là on a un petit bijou de contre de Alpha Diallo pour clôturer la victoire, rebond de Mathieu Strazel qui va mettre les 2 lancers francs, et derrière donc Monaco est à +3. On se demande est-ce qu'ils vont faire faute et tout. Il y a eu un moment où ils auraient pu faire faute parce qu'il y a un joueur qui était un peu dos au panier, donc ça aurait pas donné 3 lancers.
il décide de pas faire faute. Il y a fin de tir, je sais plus qui fait la fin de tir, je crois que c'est Shevancic, mais je suis pas sûr. Fin de tir à 3 points. Daniel Theis saute, il retombe un petit peu sur le shooter, pas de faute sifflée. Franchement, je revois le replay. Déjà de 1 pour moi il y a faute, et de 2, on a vu, et Mathieu Strazel peut en témoigner, on a vu des coups de sifflet en fin de match sur des joueurs qui sautent comme ça dans les cylindres pour beaucoup moins que ça, beaucoup moins que ça. Donc Monaco s'en sort très bien, rien dit que le joueur de Milan aurait mis les 3 lancés, mais c'était vraiment une gestion de fin de match un peu douteuse pour Monaco, donc ils s'en sortent avec la victoire. Mais voilà, ils avaient quand même de l'avance, ils avaient, je crois, 12 ou 14 points d'avance à 3-4 minutes de la fin, ils se sont laissés remonter. Donc il va falloir qu'ils corrigent ça, mais bon, on connaît Monaco, c'est une équipe qui commence tranquillement comme le Pana, et qui au fur et à mesure de la saison va prendre ses marques. On passe tout de suite sur l'affiche de la semaine. Cette semaine, le match qui me hypait entre deux équipes que j'aime beaucoup, c'était le match qui allait opposer le Partizan de Belgrade à l'Anadolu Efes Istanbul. Et c'est un match qui a commencé sur les chapeaux de roue avec un très gros début de match du Partizan qui prend tout de suite le large, avec un Tyreek Jones qui domine son homonyme Kai Jones, avec un Sterling Brown toujours aussi bon. La défense de l'Efes c'est à la rue, vraiment ils sont en retard sur tout. Ils trouvent rien en attaque aussi, le Partizan défend très fort et du coup le Partizan prend très vite de l'avance. Il y a 31-24 à la fin du premier quart-temps, donc l'Efes prend 31 points en un quart-temps, c'est énorme. Et ils sont portés, heureusement qu'il y a Isaac Ordinier qui apporte de l'agressivité au cercle, qui apporte de l'adresse à 3 points, il fait 3 sur 3 à 3 points, enfin de toute façon il a 100% au tir, 9 sur 11 au lancer, il fait son meilleur match, je crois qu'il met 24 points en 30 minutes, il fait 30 dévals avec 6 fautes provoquées, 4 rebonds, énorme match d'Isaac Ordinier. En face on a donc Carlik Jones, Tyreek Jones qui apporte, on a Shake Milton aussi qui fait une bonne entrée, on a Duane Washington, Osetoski qui on l'attendait pas forcément, enfin en tout cas moi c'est un joueur que je connaissais pas, qui en 18 minutes met 10 points, 6 rebonds, 10 dévals, voilà c'est un poste 4 qui est capable de s'écarter, de shooter un peu à 3 points et qui est assez mobile, qui est actif au rebond. Là il joue 5 parce qu'il n'y a que Tyreek Jones qui est sur le poste 5, c'est un peu comme l'année dernière où ils mettaient Brandon Davis et Tyreek Jones. Brandon Davis est vraiment un 4 pour le coup. Ils ont Mika Murinen mais c'est un 3-4 qui n'a pas joué d'ailleurs pour l'instant. Qui était en tenue mais qui n'a pas joué, je crois qu'il a joué en ABA League mais il n'a pas joué en Euroleague. Donc voilà, je pense que le Partizan aimerait bien recruter un poste 5, à voir à la fin des training camps et de la pré-saison NBA qu'est-ce qui va être disponible sur le marché, mais voilà c'est un peu limité. C'est vrai que Tyreek Jones c'est excellent mais derrière il n'y a pas grand chose. On a vu aussi un excellent Isaac Bonga qui en plus de son apport défensif fait 18 points et 7 rebonds, 23 dévals. Donc voilà, il y a cette alchimie qui commence à se créer un petit peu avec tous les nouveaux joueurs qui étaient déjà l'année dernière, qui sont restés cette année. On voit Carlik Jones être capable de trouver ses coéquipiers, même s'il ne fait pas un énorme match, il met 10 points, mais après il ne tire pas beaucoup. Il fait 4 rebonds, 4 passes, une interception. Voilà, c'est un vrai métronome sur le terrain. Et puis il y a d'autres manières de ballon aussi, que ce soit Sterling Brown, que ce soit Shake Milton ou même Duane Washington, qui sont capables aussi de créer pour soi, enfin pour eux ou pour les autres. Donc le Partizan commence très bien ce match-là. Il gagne également le deuxième quart-temps. Il y a 55-43 à la mi-temps, donc 55 points encaissés par l'Efes, c'est vraiment énorme. Et du coup, dans le troisième quart-temps, fin de troisième quart-temps, l'Efes va un petit peu resserrer la défense, enfin va réussir à resserrer la défense. Ça va les relancer. Il y a aussi Shane Larkin qui va se réveiller un petit peu. Mon chouchou de cette année, enfin depuis l'année dernière même, Ercan Osmani qui commence, encore une fois, faire l'Eurobasket. Ça vous responsabilise. On pense notamment à Moussa Diabaté qui a refusé de revenir, etc. Ou à d'autres joueurs par le passé qui ont pas voulu, qui ont préféré s'entraîner individuellement. On voit que les joueurs qui jouent des compétitions internationales souvent reviennent en club et performent de ouf. Et là, Ercan Osmani, sur les 3 premiers matchs, il est à 16 points, 5 rebonds, 1,7 passes, 1,3 interceptions, 17 dévals. Il est dans le top 10 à l'Eval d'Euroleague, alors que c'était un joueur, je vais pas dire lambda, c'était un titulaire d'Euroleague, mais il était loin de ce niveau-là. C'est vrai que niveau pour les fesses ça manque encore, Vincent Poirier manque, Kai Jones joue que 5 minutes, c'est vrai qu'il s'est fait détruire par Tyreek Jones, pardon. C'est un peu sévère quand même de la part d'Igor Kokoskov parce que je trouve que Kai Jones il fait pas un mauvais début de saison, il est actif dans la dissuasion, il prend du rebond, etc. Alors oui, c'est pas le joueur le plus smart sur un terrain, mais c'est pas grave, tu l'associes avec un Osmani ou un Roland Smith, tu peux, enfin il a quand même des choses à apporter. Le faire jouer 5 minutes, je pense que ça a pas été hyper pertinent. Enfin après je suis pas coach Euroleague, tu me diras, mais voilà, je pense qu'il aurait quand même pu apporter
d'autres choses qui ont manqué à l'Efes. Du coup, on pense que l'Efes va passer devant, enfin, il passe devant sur un 3 points tout seul de Jordan Lloyd sur un bon renversement. Je crois que c'est Roland Smith ou Dejan Osmani sur du post-up qui vient se faire trapper, qui renverse Jordan Lloyd. On sait que, bon voilà, pareil, un joueur qui a fait l'Eurobasket, quand c'est ouvert, c'est dedans. Il tremble pas, il met dedans. Derrière, le Partizan prend des tirs difficiles. Ils arrivent à repasser devant quand même. Et encore une fois, il y a Jordan Lloyd qui a une situation avec un tir ouvert. Cette fois-ci, il rate. Et ça, pour moi, c'est le tournant du match parce que derrière, le Partizan va réussir à s'imposer et à battre l'Anadolu Efes qui, je les ai mis pour favoris pour le titre, qui commence en 1-2. Bon, ça veut rien dire. Nous, on joue la montée, on est à 2-2. J'essaie de me rassurer comme je peux. Mais voilà, en tout cas, c'était un bon match. Le Partizan, donc, qui est à 2-1, c'est leur meilleur départ depuis 17 ans en Euroleague, je crois, après 3 journées. Donc bon, c'est que le début, hein. Il n'y a qu'une seule équipe qui a 3-0, sinon après, c'est un micmac pas possible. De toute façon, on sait très bien que tout le long de la saison, ça va se jouer en un match, en fonction des autres résultats. Tu peux prendre 4 ou 5 places d'un seul coup. Donc voilà, pour cette affiche de la semaine. On passe tout de suite à la question de la semaine. La question de la semaine, je vous rappelle, vous pouvez dans les commentaires poser une question, on en sélectionnera une chaque semaine pour y répondre la semaine d'après. Là j'avoue que j'ai eu un peu chaud parce que dans les commentaires YouTube il n'y avait pas trop de commentaires, enfin il n'y avait pas trop de questions. Du coup j'ai mis sur Insta et donc on a eu plusieurs questions, merci d'avoir joué le jeu. Du coup la question nous a été posée par Amédi21 et qui nous demande est-ce que Sylvain ne serait pas le meilleur meneur d'Euroleague sur ce début de saison? Et je trouve que c'était une question qui est très intéressante. Au-delà du fait qu'on soit chauvin et que voilà, ça soit un joueur qu'on adore et un mec qu'on connaît du basket francilien, je me suis quand même posé la question avec qui il est en concurrence sur ce début de saison. Comme ça, il y a 3 noms qui me sont venus, enfin 2 noms qui me sont venus à côté de Sylvain. Il y a Wade Baldwin, qui fait aussi un bon début de saison avec le Fener, et il y a Mike James, qui je trouve sur les 3 premiers matchs est exemplaire. Et il est très bon, il a des bons pourcentages, etc. Du coup, je me suis posé la question par rapport à ces deux-là. Déjà, c'est quand même une belle compagnie, on va dire, d'être avec Wade Baldwin, qui est champion en titre Euroleague, et Mike James, qui est finaliste Euroleague, et l'année d'avant, qui a été MVP. Donc voilà, on va comparer un petit peu. Mike James, sur cette saison, il est à 18 points, 3 rebonds, 5 passes, 18 dévals. Okay, avec des pourcentages, parce que les pourcentages c'est important, il est à 60% à 2 points, 33% à 3 points, 60% au lancer. Bon, il n'a pas tiré beaucoup de lancers francs. Et il fait 2 pertes de balles par match. Bon, voilà. Donc il a un excellent pourcentage à 2 points, un pourcentage à 3 points qui est correct, et un pourcentage au lancer qui est, je pense qu'il va remonter, mais c'est vrai qu'il n'a pas tiré énormément de lancers francs. Il a été plutôt régulier sur les 3 matchs. Il a été un peu moins bon, on va dire, face à Milan. Enfin, moins bon, c'est un bien grand mot. Hein. C'est juste qu'en termes d'éval, il s'est un peu troué sur le tir à 3 points. Il fait 3 sur 10, mais il met quand même 18 points. Contre Dubaï, il fait 22 d'éval parce qu'il fait 14 et 8. Et contre le Kaunas, sur le premier match, où Sylvain était très bon également, il fait 24 et 5. Donc 21 d'éval. Donc voilà, Mike James, on l'a placé. Monaco est à 2-1. Mais ils ont perdu contre Kaunas. Et Mike James a de très bonnes statistiques, 18 déval, 18 points, presque 19 points, 5 passes. Excellent. On a donc Wade Baldwin, qui sur la saison, sur ce début de saison, est à 18 points, 7 passes, 20 d'évaluation. La différence avec Sylvain et la différence aussi avec Mike James, c'est que Wade Baldwin, en fait, il a fait un énorme match qui remonte un petit peu ses statistiques. Et ça tombe bien, c'est aussi contre Kaunas. 36 points, 4 passes, 34 déval, mais avec la défaite au bout. Donc voilà, encore une fois, en plus c'est intéressant parce que Sylvain a joué ses 2 concurrents et il a gagné contre les 2. Et après sur les autres matchs contre Paris et contre l'Étoile Rouge, il met 10 points et 8 points. Alors il fait 10 passes contre Paris et 8 passes contre l'Étoile Rouge, donc il fait quand même des bons matchs. Et c'est vrai que ses statistiques sont un peu rehaussées par justement cet énorme match qu'il a fait face à Kaunas. Maintenant notre cher Sylvain, 15,3 points, 2,7 rebonds, 6,7 passes, 19,7 déval. Et 1,7 contre aussi, pour un mec d'1m80, il faut le préciser. Il a été, bon là, je pense pas qu'il a mis de contre, ou il en a peut-être mis que 1 sur le dernier match, mais il était meilleur contreur avec Walter Tavares sur les 2 premières journées. Alors vous allez me dire, comment à 15 points 6 passes, t'es à 19 déval, 19,7, alors que Wade Baldwin, il est à 18 points 7 passes, et il est à 20 déval. Et en fait, Sylvain, il a commencé le début de saison avec des pourcentages à 3 points vraiment exceptionnels. Déjà, il perd
très peu de balles, il perd que 1,7 balles par match, je crois que c'est le plus bas des trois. Il est à 6,7 passes, on l'a dit, donc il faut que je regarde le classement des passeurs, mais en tout cas je pense qu'il est dans le top 5. 15 points en 24 minutes, hein. Il joue quand même moins que les autres. 43% à 2 points, 60% à 3 points. Il est à 9 sur 15 sur ce début de saison. On sait que l'adresse à 3 points, ça a été un peu le point faible de Sylvain sur ces dernières saisons et dans son jeu de manière générale. C'est un joueur qui est tellement intenable en 1 contre 1, s'il veut aller au cercle, il est capable d'aller au cercle. On l'a vu être capable de se stopper, faire des turnaround jumpers, finir au cercle. Je le vois être agressif, aller essayer de finir, et ça me fait plaisir. Et créer aussi pour les autres, parce que voilà, tu tombes pas à cette passe de moyenne par hasard. Mais j'espère, mais bon, il restera pas à 60% à 3 points sur la saison, c'est sûr. Si ça peut être un shooter, un joueur à 40% à 3 points, si Sylvain Francisco tire à 40% à 3 points cette saison, c'est un autre joueur. C'est un autre joueur, et pour moi, il rentre justement dans les top meneurs Euroleague. Il a quand même très peu de déchets, on dit que c'est un joueur à risque. Il a 1,5 pertes de balles par match, c'est vraiment rien. Mike James, il est à 2, et Wade Baldwin, il est à 1,7 aussi. Mais voilà, c'est pour vous dire la compagnie avec laquelle il est. Donc moi, je suis d'accord. Et il y a aussi un truc qu'on n'a pas dit, c'est que Kaunas est aujourd'hui la seule équipe invaincue, qu'ils ont battu Monaco, qu'ils ont battu le Fener, là ils ont battu le Bayern, avec encore une fois un énorme Sylvain Francisco, qui fait 27 dévals, 19 points, 7 passes, voilà, exceptionnel. Avec des gros tirs. En plus, au début, il y avait un petit duel avec Xavier Attenmaze de Makeshifty. Xavier Attenmaze commençait un peu plus fort, et puis ensuite Sylvain lui a dit: poteau, hein, va t'asseoir, tu n'es pas avec nous. Donc écoute, Amédi, sur ce début de saison, sur les 3 premiers matchs, je pense qu'on peut dire que Sylvain est le meilleur meneur d'Euroleague. Des stats comparables, voire supérieurs à ses concurrents. Pour moi voilà, Micic, c'est trop bas en termes de stats. Campazzo, il est à la rue. À l'Olympiakos, il n'y a pas de meneur. TJ Short, pour l'instant, il n'est pas rentré dans sa saison. Kendrick Nunn, c'est un 2. J'aurais pu parler de Nadir Hiffi, mais c'est un 2, même s'il a joué 1 parce qu'il n'y a pas de Justin Robinson. Donc, voilà. C'est pas... pour l'instant, on peut dire que Sylvain Francisco est le meilleur meneur d'Euroleague. Je ne sais pas si ça va durer toute la saison, mais en tout cas, pour l'instant, je suis d'accord avec toi, Amédi, et merci pour ta question. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire pour la semaine prochaine, et on y répondra avec plaisir. On passe tout de suite sur le 5 de la semaine. Donc cette semaine, on a un 5 plutôt pas mal, qui peut gagner des matchs. Alors, bon, c'est vrai, il y a 2 mecs. L'année dernière, ils étaient dans 80% de nos 5 sur la semaine. Mais bon, en même temps, les mecs, ils sont tellement forts, tellement au-dessus, qu'on n'a pas le choix. Évidemment, c'est Kendrick Nunn et Sasha Vezenkov. Kendrick Nunn, on l'a dit, qui fait un énorme match face à Baskonia. Le Pana s'est fait peur, encore une fois. Le Pana s'est fait très très peur, avec une fin de match dramatique, avec TLC qui a beaucoup scoré sur la fin de match, avec une gestion de lancer franc de fin de match aussi. Il y a Trent Forrest qui est au lancer, ils sont à -2, -3, il met le premier lancer, il fait exprès de rater le deuxième, il prend son propre rebond et il remet dedans. Donc le Pana qui était à égalité, et là il y a Kendrick Nunn qui sort un pull-up jumper contesté de l'espace et qui le met au buzzer. Killer, voilà. Donc les stats de Kendrick Nunn sur ce match: 30 points, 9 sur 13 à 2 points, 3 sur 7 à 3 points, 3 sur 3 au lancer, 7 rebonds, 2 passes, 24 dévals, plus 13 de plus-minus. Solide pour un MVP en titre. À côté de lui, du coup, on a dit qu'il y avait Sasha Vezenkov, enfin sur le poste 4, Sasha Vezenkov qui, voilà, sans forcer, contre Dubaï, a mis ses petits 25 points, qui a eu de l'adresse à 3 points, 3 sur 6 à 3 points, 11 rebonds, 34 d'évaluation, plus 18 de plus-minus. Bon, voilà, Sasha Vezenkov, on sait, il est toujours très haut dans les vals parce qu'il tire beaucoup de lancers, il va chercher des fautes, et surtout, il a des pourcentages exceptionnels parce qu'il est très très bon dans le jeu sans ballon. Donc, encore une fois, il a fait étalage de tout son talent. J'ai quand même mis... Je voulais mettre Nadir Hiffi, mais il y a quand même des mecs qui ont performé, qui ont fait des performances très très fort, donc je mets juste une mention pour Nadir Hiffi parce que c'est vrai que on le voit défendre très fort, on le voit être agressif, on l'a vu être dans le 5 et commencer par 5 points très rapides avec une interception et un lay-up et un tir à 3 points où il a marché, je précise, sur le step back, mais dès l'entrée de jeu. Donc voilà, vraiment j'adore le début de saison de Nadir Hiffi et j'espère qu'il va confirmer et que justement il va passer ce cap qu'on attendait de le voir passer. Je reviens du coup sur ceux qui finissent dans le 5 de la semaine. On a également Daniel Theis
qui, je l'ai dit sur le début de saison, est vraiment exceptionnel. Sur ce match-là, il fait 17 points à 100% au tir, 75% au lancer, 10 rebonds, 27 d'évaluation. Il est dominant, il est capable de s'écarter. Alors là, il prend pas de tir à 3 points, mais on sait que c'est un joueur qui est capable de s'écarter. Il a 23 dévals sur le début de saison, je tiens quand même à préciser. Il a 16 points, 6 rebonds, avec des pourcentages, il a 84, il a raté qu'un tir en fait à 2 points depuis le début de saison. Et c'est pas non plus un joueur, oui bien sûr il a du alley-oop, il a des trucs près du cercle, mais bon, il prend aussi des petits tirs à mi-distance, et puis même, quand bien même, tu prends que des tirs près du cercle, des fois c'est contesté, des fois c'est gêné, etc. Donc voilà. Il est à 50% à 3 points, bon, exceptionnel, très très début, 1, 2, 3, très très bon début de saison de Daniel Theis, et voilà, il mérite sa place dans le 5 de la semaine, il ne l'a pas volé. On a ensuite notre ami le terroriste Kevin Punter, qui fait un énorme match en 27 minutes, qui met 27 points avec des excellents pourcentages, 7 passes décisives, 31 dévals, plus 28 de plus-minus face à Valence. Il a mis, comme d'habitude, des tirs ultra difficiles. Julien, je sais pas si tu regardes QLS, mais voilà, on a vu... Branco Badio, le joueur dont tu m'as parlé, avoir un très bon apport offensif en première mi-temps notamment, mais défensivement il a souffert face à Kevin Punter. Kevin Punter, on le sait, soit t'es grand, tu vas gêner ses tirs, soit il va tirer sur ta tête. Et là, quand il tire sur ta tête avec Badio qui était un peu plus petit que lui, eh ben, il a été capable d'avoir de l'adresse. Donc voilà, le Barça qui inflige la première défaite face à Valence. C'était un match très offensif, c'était très plaisant à voir. J'avoue que j'ai regardé un peu vers la fin parce que c'était le dernier match que j'ai regardé, mais voilà, c'était une orgie offensive, 108 à 102, du beau basket espagnol, ça courait dans tous les sens. Et il y a à côté de Punter, il y a quand même Will Clyburn qui est en train de faire un début de saison lui aussi. S'il tient comme ça, attention au Barça. J'ai oublié un autre joueur dans le 5 de la semaine, c'est donc Chima Moneke, qui, après un début de saison un peu compliqué, nous sort un match à 20 points, 12 rebonds, 31 dévals. Il a mis des gros tirs, il a été actif au rebond, 4 rebonds offensifs, il a apporté l'énergie qu'il a été capable de faire, et donc le Fenerbahçe qui s'est incliné face à l'Étoile Rouge, énorme performance de Chima Moneke, et donc on peut aussi parler des quelques news qui concernent l'Étoile Rouge, puisqu'on y est dessus. Du coup, Sferopoulos a quitté la tête du club, c'est Sacha Obradovic, l'ancien coach de Monaco, qui revient à l'Étoile Rouge de Belgrade. Il n'a pas encore coaché le premier match, mais je pense qu'il coachera les prochains matchs. C'était aussi le début de Donatas Moteunas, aussi l'ancien joueur de Monaco, qui a fait beaucoup de bien, je trouve, à cette équipe de l'Étoile Rouge, qui a apporté un ancrage justement sur du jeu placé. On sait que c'est compliqué pour l'Étoile Rouge sur ça d'habitude, et donc ça a apporté beaucoup de choses positives, je trouve, pour l'Étoile Rouge. Enfin, il y a... Tyson Carter qui aussi a fait un bon match, un petit poste 2 très très explosif, qui est hospitalisé pour une maladie respiratoire, donc on espère que ça va aller, que ce sera pas trop grave, mais c'est vrai que l'infirmerie de l'Étoile Rouge commence à être remplie entre Razel Rivero, Devonte Graham, Tyson Carter, Bolomboy, on sait toujours pas où il est, et il y a encore 2-3 autres blessés, donc c'est compliqué, mais bon voilà, ils ont lancé leur saison en gagnant ce match face au Fener, et on va voir ce qui va se passer. Et le dernier membre du 5 de la semaine, c'est donc Tyreek Jones, on l'a dit, qui a fait un énorme début de match, mais un énorme match de manière générale face à l'Efes. Il fait en 26 minutes 16 points avec des très bons pourcentages, 8 rebonds, 3 passes, 3 interceptions, 28 dévals. Voilà, que demande le peuple. Ça nous donne un petit 5 sympa. Kendrick Nunn, Kevin Punter, Chima Moneke, Sacha Vezenkov et Daniel Theis. Je pense que ça peut gagner des matchs. On a fait le tour de l'actualité Euroleague de cette semaine. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. Une fois encore, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. N'oubliez pas de poser la question de la semaine, de booster la vidéo. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye Banks.